développé, on a acheté une parcelle depuis des années, on est sur les titres fonciers. Il y a une autre communauté qui est venue contester la communauté qui a vendu. On a des terrains à Djagblé, on en a par ici. J'ai dit, mais non, moi je ne suis pas un géomètre, je ne m'occupe plus de ça. Parce que c'est des gens qui viennent vers vous juste parce qu'ils ont des problèmes. Et c'est des gens qui sont dans la diaspora. Mais une fois que vous les aidez à régler le problème, ils ne se mêlent plus de la question de la gouvernance. Alors que le problème foncier qu'il a est fondamentalement lié à la gouvernance même du pays, parce qu'en fait, les institutions ne fonctionnent pas bien. Si les institutions fonctionnaient bien, mais les gens qui investissent dans le foncier, il y aura un dispositif pour sécuriser leur investissement. Donc moi, je ne me mêle plus de ça. Je vous dis, mais si vous avez des problèmes fonciers, mais allez faire ce que vous pouvez faire. Quand on vous dit que le Togo ne fonctionne pas bien, vous dites que non, moi je ne fais pas de la politique. Mais le jour où vous êtes rattrapé par une affaire devant les tribunaux, et qu'on sait que les juges sont corrompus, les juges sont instrumentalisés, ce que nous dénonçons tous les jours en politique, et vous voyez, vous vous taisez, quand ça vous arrive, maintenant vous venez dire oui, il y a un tel juge qui m'a pris de l'argent, il y a telle personne, tout ça. Je dis, mais non, gérez ça vous-même. Moi je ne m'intéresse plus à ça. Donc, il faut que les Togolais comprennent que on est tous victimes de ce qui se passe au pays. On parlait de l'agriculture tout à l'heure, comme Djidoula le dit. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à quitter les villages? Parce qu'il n'y a pas... Jean Junior l'a dit, mais pas assez. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas d'infrastructure pour permettre aux jeunes de se sentir à l'aise dans leur localité. Si ce bout de pays-là, après 66 ans d'indépendance, on n'a pas pu électrifier tous les villages. Alors que les jeunes aujourd'hui, avec le développement, chacun veut avoir un Android. Les jeunes dans les villages veulent suivre les matchs Manchester, je ne sais pas comment vous les appelez. Aujourd'hui, il y a une finale, je ne sais pas ce que c'est. Des champions, les jeux veulent suivre des championnats. Oui, vous allez dans les villages, aujourd'hui, dans nos pays, les jeunes, les phénomènes Barça, Real, c'est devenu un phénomène de société. Même dans les villages. Donc, les gens ont besoin d'avoir l'électricité, ont besoin d'avoir de l'eau pour allumer une télévision et se faire plaisir. Même pas de parc. Voilà. Et donc, non, on va pas parler des parcs dans les villages, mais au moins une télévision, au moins l'électricité. Vous voyez. Et donc, s'il y avait de l'électricité dans les villages, au moins ce serait un facteur de fixation des jeunes dans les villages. Parce que le jeune, s'il peut rester dans le village en ayant tout ce qu'il veut, il a sa télévision, il a son Android, il a de la connexion Internet, il va pas quitter le village vers la ville. Ou bien il va pas quitter le village pour venir faire du Zémidjan en ville. Parce qu'en réalité, beaucoup de jeunes qui quittent aujourd'hui les villages et qui abandonnent l'agriculture, ils viennent faire du Zémidjan dans les agglomérations. Vous savez qu'il y a plein de jeunes qui quittent les villages de Tchévier pour venir faire du Zémidjan en Lomé. Et il y en a qui quittent Gapé pour venir faire du Zémidjan en Lomé. Et il y en a qui quittent les villages de Haotoué pour venir faire du Zémidjan en Lomé. Et il y en a qui quittent Badja, Badbé, tout ça pour venir faire du Zémidjan en Lomé. Parce que ils estiment que cultiver la terre devient de plus en plus difficile parce que les méthodes de culture n'ont pas changé. C'est pas de la mécanisation. Il faut continuer par aller avec la roue, le coupe-coupe et tout ça. Mais quand il prend sa moto Zémidjan, en 2-3 mouvements, il a peut-être à la fin de la journée 1500 ou 2000 francs. Mais quand il va planter le maïs, il faut qu'il attende 4 mois pour que le maïs puisse mûrir. S'il met l'igname, il faut attendre 5 mois. Donc, il préfère prendre la moto et aller faire un peu de tour en ville que d'aller rester au champ. Donc, l'échec aussi provient de là. Du fait que pendant longtemps, on n'a pas, au niveau des décideurs, amené les infrastructures dans les localités, dans les villages, pour amener les jeunes, et pas seulement les jeunes, même un certain nombre de personnes, à rester dans les villages. Les femmes qui ont leurs copains agriculteurs, mais elles les ont quittés, on dit, mais aujourd'hui nous sommes à l'heure de TikTok, toi tu vas rester au village, tu n'as pas de connexion, tu vas faire quoi? La fille aussi, elle a envie de manipuler TikTok. C'est ça la réalité. Oui, c'est une réalité. Vraiment, c'est l'exode rural. De toute façon, beaucoup de pays l'ont maîtrisé en mettant en place des infrastructures dans les villages. Et là, les gens, ils n'ont rien pour s'occuper, quoi. Même pour faire le plaisir. Ben oui. Ils n'ont rien. Voilà. Pour jouer voilà. Même pas de terrain de mais ils n'ont rien. Mais voilà, ça
C'est pour ça, Voilà. d'ailleurs, quand vous voyez, ils font beaucoup d'enfants, ça me rappelle... La seule chose qui leur reste, c'est de passer les femmes au lit. Quand ils reviennent du lit. Ben voilà, ça me rappelle oui. ce qu'on disait, ce qu'on vous avez il y des a grossesses, des grands bars aussi, hein. Il y a des grands bars qui sont, Il y a des bars, qui sont oui. permises. Paraît-il qu'il y a des bars, bon, de toute façon, ça, c'est un fléau au Togo, hein. 2 brasseries qui tournent à plein régime dans ce pays-là. Les gens souvent on dit la table de l'Africain vide, mais son lit est fécond. Donc, comme ils n'ont rien à faire, la distraction, c'est quoi? C'est le lit. Donc, c'est triste à dire. Non, ça, vous savez, c'est humain. Moi, j'ai jamais condamné. Bah oui, voilà, c'est humain. Et puis, le facteur aggravant, c'est la pauvreté et le manque d'infrastructures. C'est ça qui fait que ça tape sur les femmes, hein, dans tous les sens. Et il y a beaucoup plus de grossesses juvéniles, hein, dans nos villages quand on regarde les chiffres. Ouais. Alors, je voulais attirer votre attention sur des données, entre autres, des données sur lesquelles je suis tombé, sur des données de l'IATA, sur la hausse, hein, du nombre de voyages par avion au Togo. En 2025, ils ont enregistré près de 1 506 946 passagers. En 2026, ils attendent, parce qu'il y a des billets qui sont déjà achetés, hein, et beaucoup ont déjà acheté des billets, ils attendent une hausse de 5,1% de ce chiffre-là. C'est pratiquement 2 millions de personnes. On va enlever les amis de Fort Gnassingbé, les Israéliens qui font aller-retour chaque semaine. Ces gens, on va les enlever dedans. Mais si on enlève tout ça, là, les businessmen, les faux businessmen et tout ça, si on enlève tout ça, il y a quand même un fort taux de Togolais de l'extérieur qui rentrent et qui repartent du Togo. Chaque année, pratiquement 2 millions de personnes. C'est beaucoup. Pour moins de 10 millions d'habitants, hein. Alors, vous me trouvez... alors les gens, tous ces gens qui rentrent là, ils payent des taxes. Et c'est de l'argent que l'État capte. Voilà. Parce qu'ils payent des taxes sur les billets d'avion. Je te laisse continuer, les gens. Et entre parenthèses, il faut savoir aussi qu'il y a une taxe que nous payons, les gens de la diaspora, parce qu'ils n'ont pas pu solder aussi le crédit pour la rénovation de l'aéroport aussi, hein, pour ajouter ça. Donc, imaginez, vous regardez tout cet argent-là qui rentre par l'aéroport, déjà, sur le port et tout ça. Mais ça c'est des chiffres palpables que vous pouvez aller vérifier, hein, sur le nombre de vols qui partent, même chaque semaine, la manière dont les vols Air France sont remplis. Mais où passe tout cet argent-là, hein, de l'aéroport? Ces taxes-là servent à quoi? Il y a un sérieux problème dans notre pays. Il y a un sérieux problème dans tous les secteurs. Quand on s'y plonge un peu, on se rend compte que des gens passent. Imaginez-vous 2 millions de passagers par année. C'est le terrain, ça. 2 millions de passagers par année pour un petit pays comme le nôtre. C'est déjà, pour un seul aéroport, hein, c'est beaucoup. Imaginez-vous si le Togo avait 2 aéroports. Donc tout ce qui sort de là comme bénéfice, est-ce que vous avez déjà, moi j'ai jamais vu, hein, j'ai jamais vu des chiffres sortis par la SALT ou par les sociétés de gestion de cet aéroport. J'ai jamais vu, hein, des comptes rendus aux Togolais là-dessus. Il y a un véritable problème de ce côté-là aussi. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Hein? C'est malheureux. Et quand tu tombes sur des chiffres comme ça, tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez même l'état de l'aéroport. On nous dit aujourd'hui que cet aéroport, c'est même pas un aéroport, c'est un aérogare qui a été réfectionné. Hein? Cet aérogare-là, mais les problèmes que les gens rencontrent dans cet aérogare, ceux qui y travaillent, des inondations, depuis qu'ils ont livré les travaux, les toilettes non fonctionnelles,
Le Wi-Fi qui fonctionne pas. Mais il y a tellement de problèmes sur cet aérogare-là. Mais ça a coûté des milliards aux contribuables togolais. Mais Et ils n'ont pas fini de payer cela. Ne coupe pas, mais ça a coûté des milliards aux contribuables togolais, mais ils sont incapables de solder aujourd'hui la dette. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a un moment donné, les billets vers le Togo coûtaient excessivement cher. Donc ça veut dire qu'il y avait une augmentation qui est noyée dans le remboursement de cette dette. Vous voyez? En fait, il y a une dizaine de taxes qui sont sur les billets d'avion. Je pense que c'est 12 ou 14, une dizaine, que vous ne voyez pas à l'œil nu quand vous achetez les billets d'avion. Et ce sont des taxes aéroportuaires. J'en avais parlé entre-temps, je ne sais pas si je retrouve les documents dans mes archives. Et vous verrez que c'est des taxes assez incongrues. En fait, c'est de l'argent. Et pour rénover cet aérogare, comme on le disait tantôt, le Togo a été obligé d'aller faire un prêt à Exim Bank chez les Chinois. Et le projet consistait à reconstruire l'aérogare, à mettre les équipements nécessaires, à construire un hôtel 3 étoiles, ils ont dit, à côté de l'aérogare pour les passagers en transit, parce que bon, il y a aussi cette histoire de hub avec Askai. Sauf que dans la pratique, quand ils construisaient tout ça, l'hôtel a disparu et jamais ils n'ont construit l'hôtel. Les infrastructures ne sont pas aux normes, mais le coût de la rénovation est passé du simple au double. Donc une forte tendance à la corruption, beaucoup de retours-commissions. Vous savez, les Chinois, ils prennent beaucoup d'argent sans parler. Et donc, le coût de la rénovation est passé, je pense, de 100 millions de dollars, ou je sais pas quoi, à 150 millions de dollars, quelque chose comme ça. Je peux retrouver les chiffres. Et aucune explication n'a été donnée aux Togolais. Et aujourd'hui, c'est devenu, cet aéroport, c'est un business center pour la minorité. Donc, vous cherchez qui sont ceux qui ont créé les sociétés qui font les prestations à l'aéroport. Vous trouvez plein de barons. Il y a 15 ans, il y a 10 ans, on avait sorti un gros dossier sur les actionnaires de Serveur. Et les actionnaires de Serveur à l'époque, quand on avait sorti ce dossier-là, l'actionnariat, nous avions publié l'actionnariat dans l'alternative. C'était un dossier qu'on avait eu à faire. Il y avait la famille Nyasingbe, les grands barons, les Nyonfam, les Akrima Kogoué et toutes leurs bandes qui étaient les plus grands actionnaires de Serveur. Donc aujourd'hui, toutes les sociétés qui font les prestations à l'aéroport leur appartiennent. Vous avez une société qui fait dans les hôtesses. Dans les hôtesses, il y a 3 sociétés. Il y a une qui appartient à un certain monsieur Teko Meonaovo, qui fait du placement des hôtesses. Et donc, c'est un truc de, comment vous appelez ça, d'intérim. Donc, lui, Teko Meonaovo, c'était un ancien militant de RPT Uni qui doit être d'un certain âge aujourd'hui. Vous avez une seconde société qui appartient à la fille de Bagnan, qui est décédée, qui faisait dans les histoires de Miss Togo, qui est aujourd'hui, cette société aujourd'hui gérée par sa fille. Il y a une troisième société qui est aussi créée par une autre dame. Et autant vous prenez les sociétés comme ça, vous avez des gens. Il y a la société quand vous arrivez directement à l'aéroport, ceux qui vous prennent premièrement les passeports et qui s'habillent en blanc, c'est le monsieur qui a un bar à Lomé qui s'appelle la Villa. Vous connaissez un bar à Lomé ou je sais pas, c'est un bar ou un quoi là. C'est un Français là. Voilà, qui s'appelle la Villa, qui est sur le boulevard. Effectivement. Voilà, c'est lui plus quelques barons qui se sont associés, qui ont créé ça aussi. Et les duty free sont gérés par qui? Donc tout ça, c'est un business center. Et on exploite les gens se font des milliards, et puis bon, le pays s'enfonce. C'est ça la réalité, malheureusement. Je voudrais aussi rebondir rapidement là-dessus en disant que... Tu l'as oublié. Pardon, c'est qui? Aïcha, oui, et puis j'ai monté aussi Romaric, pardon. Bonjour tout le monde, bonjour tonton Ferdinand, j'espère que vous portez bien, bonjour la légende, bonjour tout le monde. Je sais, il est 3h du matin chez moi, 3h36. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je voulais seulement écouter ce qui se passe et je suis là, je vous écoute. D'accord. Ça marche. Oui. Junior, tu voudrais réagir, vas-y.
Romaric, je ne comprends pas. Hein. Toujours faudrait revoir encore une fois, refaire la manip. Sinon, je te montre. Mais bon. Non, je voudrais rebondir très rapidement. Si effectivement, ce que la légende a dit, on voit le nombre de passagers à l'aéroport au Togo. On sait à peu près que sur le nombre d'habitants au Togo, Air France doit faire plus de marge dans la sous-région au Togo qu'ailleurs en fait. C'est-à-dire, nous, on est à peu près quoi, à 7 ou 8 millions, je ne sais plus. Si on voit le nombre d'habitants, le nombre de vols, je pense que Air France doit se gaver chez nous. Parce que, voilà, lui, avec ses vols pleins tous les jours, j'imagine ce qu'il y a là-dedans. Mais retourner un peu en arrière quand même pour ne pas perdre le fil. Moi, dans les villages aujourd'hui, Monsieur Ferdinand a parlé de beaucoup de choses, même Djiloula l'a dit, mais ils n'ont pas de centre de divertissement. Mais ce qui aujourd'hui est encore mal, c'est vrai qu'on dit que les églises endorment le peuple, les lieux de culte endorment le peuple, mais on avait vu dans l'histoire ce que les églises catholiques et autres ont fait dans les villages. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que les autres ne le font pas, mais dans l'histoire et dans n'importe quel pays, quoi dire, l'église apporte aussi quelque chose aux gens démunis. L'Église essaie d'aider les gens, et même je pense en islam, hein, ceux qui sont modérés, je parle pas des barbus. Ce qui fait que même dans nos villages aujourd'hui, c'est vrai que l'Église endorme les gens, mais ces infrastructures ont disparu. L'église mère a disparu. Peut-être il y a de ces petites choses aussi qui apportent du soutien et ce qui fait que les prêtres arrivent. Et même en dehors de leur tout ce qu'ils font aussi en des attouchements, on laisse le côté néfaste quand même, mais c'est des gens qui apportent un peu de répit, un peu de soutien aux populations isolées, ce qui leur donne aussi le courage pour pouvoir continuer. Et tout ça n'est pas encadré, n'est pas structuré. Aujourd'hui, il y a le manque de ces infrastructures aussi dans nos villages qui peuvent accompagner les gens aussi positivement. Après, le côté négatif, c'est autre chose. Donc, c'est-à-dire, nos campagnes aujourd'hui, nos villages sont laissés à l'abandon. Et même des choses minimes, on n'a pas chez nous en fait. C'est ça aussi le truc. Des fois, tu attends. Aujourd'hui, bon, je vais faire simple. Aujourd'hui, tu vois que dans les grandes villes, quelque part ici, ok, il y a les prêtres qui sont arrivés, qui sont partis dans cet hôpital pour opérer des gens. Il y a X, il y a Y, il y a des missionnaires, ok. Mais en fait, dans les fins fonds des villages, il n'y a pas de structure, il n'y a rien. Maintenant, aujourd'hui, on laisse la place à des bitosards là, des jeunes aussi qui sont un peu plus verrés dans ces campagnes, qui aussi créent leur église en disant les églises reconverties et créent leurs choses. Et il n'y a pas de suivi, c'est ça aussi. Et ils font en plus qu'appauvrir encore les habitants de ces régions là. Et du coup, les chefs cantons sont aussi, en tout cas, sont complices de ce qui se passe. C'est ce que je voudrais rajouter rapidement. C'est pas que c'est un manque de trucs. Nos campagnes sont laissées à l'abandon. Faut juste le dire comme ça. Et au nord, on parle de terrorisme, mais descendons, c'est ce que j'ai dit. Descendons un peu dans les fonds fins de Blita, à Délé et autres, en fait. Il n'y a pas du terrorisme là-bas. Mais je pense qu'on te prend quelqu'un dans cette région, on te le met en face de quelqu'un qui se trouve à d'apparence et du copier-coller, quoi. Voilà juste ce que je voudrais ajouter, Mila. Je pense que on en est arrivé là à cause de ce long règne qui a déstructuré tout et qui a perverti les valeurs. Parce que le problème que Jeanne Junior soulève, c'est en fait ce qui arrive dans nos localités. C'est la corruption même des esprits. C'est-à-dire, on en est aujourd'hui nous sommes aujourd'hui dans un pays où il y a même plus, je ne dirais pas qu'il y a plus, mais on est de plus en plus en manque d'autorité, de personnes de valeur, de personnes morales. Et on le disait tantôt, vous allez dans les villages, ce sont les chefs de village qui participent à la perversion de la société. Pendant les élections, c'est eux qui sont utilisés pour bourrer les urnes contre de l'argent. C'est eux qui traquent les jeunes qui se soulèvent dans les villages auprès du CB de la gendarmerie. C'est eux qui signalent les jeunes au préfet. Ce sont les chefs de village, les chefs de quartier. Donc, il n'y a même plus de référence. Il n'y a même plus de personnes de référence même dans les localités. Vous avez des autorités traditionnelles, si on peut les appeler ainsi, qui vont se bagarrer dans les marchés, les jours de marché avec les jeunes, à cause des filles, à cause de la boisson, à cause de la viande et tout ça. Donc, le système a réussi un coup terrible
c'est d'avoir désorganisé la société en profondeur, d'avoir réussi à mettre la corruption à tous les niveaux de la société, y compris parmi les religieux. Quand je parle des religieux, c'est à la fois ceux qui sont des religions traditionnelles que des religions importées. Vous ne pouvez pas faire confiance aujourd'hui à un pasteur, peut-être pas à un prêtre, à un hounon, ou je ne sais quoi dire à un imam. Les gens, ils ne vivent que pour de l'argent, pour le bien matériel. On vient quelque part, on leur donne un peu de sous, on dit bon, il faut vendre celui-ci, ils sont prêts à le faire. Donc il n'y a plus de limite. Donc un pays qui est à ce niveau-là, mais pour le délivrer, utilisons les termes médicaux, il faut une thérapie de choc. Un pays qui arrive à ce niveau-là, il faut une thérapie de choc. Je retourne par exemple au Bénin, où Talon vient de laisser le pouvoir. Quand Talon est arrivé, il a dit que le Bénin est un pays de pagaille. C'est l'expression qu'il a utilisée. Les gens disent non, qu'il exagère. Effectivement, il y a cela 15 ans, si tu vas au Bénin, c'était un pays de désordre total. Les émigrants, quand il y a un accident, on n'attend même pas que la police vienne faire le constat. Les gens se bagarraient dans la rue, les gens se tapaient dessus. Il y avait... Mais comme il connaît le mal, il a trouvé plus ou moins... il n'a pas trouvé toute la solution, mais il a commencé par le régler petit à petit. Et aujourd'hui, les gens sont de plus en plus disciplinés dans ce pays-là. Mais chez nous, on a atteint un niveau d'affaissement des valeurs de telle sorte que demain il faudra vraiment des gens assez des gens qui ont de la poigne pour redresser le pays, parce que c'est le pays est pourri dans tous les secteurs, à tous les secteurs. Donc on peut pas compter sur les chefs de village, on peut pas compter sur les chefs cantons, on peut pas compter sur les autorités traditionnelles, les gardiens des us et coutumes, on peut pas compter sur eux, parce que la plupart de ces gens-là qui ont été nommés à la tête de ces cantons, ont été peut-être parfois des anciens militaires. Donc, on leur a déjà appris à faire du mal quand ils étaient en fonction dans l'armée. Ou des gens qui ont fait l'administration, ils étaient déjà militants du parti au pouvoir. Donc, ils continuent pas à gérer les cantons, les villages avec les méthodes qu'ils ont appris dans l'administration. Donc, tout ça, pour réajuster tout ça, il faut fondamentalement ce que moi j'appelle toujours une thérapie de choc. Pour vous dire que le mal est très profond. Très, 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 très profond. Ouais, ça souligne, oui, cette histoire d'Atakwame, là, le major Kouloum, là, ce monsieur-là, ce monsieur-là Vous savez, je sais pas, je sais que, en tout cas, la plupart des gens déjà suivi ou bien écouté le témoignage du jeune homme là, qui disait que si jamais il devait se réincarner, voilà, il préférait se réincarner en caniche en Europe. Non, j'ai vraiment... Les gens rigolaient, j'ai vu ça, les gens rigolaient, mais c'est grave. Hein. Et oui, c'était très très grave. C'est triste. Le caniche, au moins, il a son carnet de vaccination. Ça montre aussi le niveau de désespoir de la jeunesse. Ça montre à quel point les gens se sentent abandonnés. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que ces gens-là, maintenant, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, de réclamer leurs droits, de réclamer, voilà, ce qui ne va pas. Leurs besoins quotidiens, c'est à eux de réclamer. Si vous avez besoin d'eau, d'électricité, voilà, de réclamer tout ça là. C'est à eux de le faire. Pour moi, c'est un manque de vision. C'est la dictature a enlevé l'envie de rêver comme il se doit aux Togolais, quoi. Comment tu peux rêver, dire que toi, si tu te réincarnes, tu vas te réincarner en caniche? C'est quoi cette bêtise, là? Hein? Mais Ah, mais la légende, c'est une façon, je pense que, des fois, je me demande... Non, mais c'est trop bas comme vision. Ce que moi, je veux toucher là-bas, c'est trop bas comme vision. Dans une société occidentale ici où c'est vrai le caniche, il y a des ça aussi c'est parce que il y a des droits. Des gens se battent pour les droits des animaux.
C'est pas quelque chose, les caniches n'ont pas obtenu ce statut-là, les chiens n'ont pas obtenu ce statut-là du jour au lendemain, c'est pas tombé du ciel. Il y a eu des protestations, il y a eu des gens qui sont partis devant les assemblées nationales, qui se sont battus pour que ces animaux aient des droits. Mais, moi, ce qui me sidère le plus dans ces propos-là, mais quand même, tu peux rêver à te réincarner en, je sais pas moi, De Gaulle ou bien Macron ou mais la légende, lorsque ton gouvernement, le gars, je pense qu'il doit avoir, je sais pas quel âge, mais c'est un jeune. Mais lorsque ton gouvernement t'a asservi à l'école, on t'a prouvé que, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'État, tout ce qui concerne le gouvernement, tout ce qui est géopolitique, ça ne te concerne pas. J'ai l'impression que depuis le temps de Yadema et Faure, ils ont tellement asservi le peuple en les prouvant que ils n'ont pas de droit. C'est-à-dire qu'on m'a revendiqué tout ce qui est politique, tout ce qui est géopolitique, ça ne concerne pas le peuple. Et j'ai l'impression que certains jeunes pensent que au-delà vague Bobemi de coucou là, au lieu de revendiquer, ils n'ont pas cet esprit patriotique de revendication. Donc, c'est le travail vraiment acharné que la dictature fait sur un peuple quand il commence à les asservir. Et moi, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Il y a l'Internet. Il y a l'Internet pour pouvoir apprendre qu'est-ce que je peux faire dans mon pays qui va très mal. Tu vois? De se battre pour les droits de son chien au Togo, toi, tu veux devenir le chien même. Les gens, je pense que c'est de l'ironie, mais tout simplement, il faut comprendre le désespoir de cette jeunesse. Parce que c'est comme moi aussi, je suis tombé sur une vidéo aussi, je crois hier ou avant-hier, où j'ai vu un jeune boxeur qui parlait de son parcours et depuis 2005. Et qui lançait son cri d'alerte, qui parlait de son parcours. J'ai fait le calcul sur 20 combats qu'il a eu pendant 20 ans, mais les sommes qu'il a eues, ça ne dépasse même pas 1 500 000. Mais vous imaginez? Donc, quelque part, il faut comprendre le désespoir aussi de ce peuple. Quand on reste à l'extérieur et on regarde un peu la population togolaise, mais ce qu'on voit, ça a un nom. Ça s'appelle de l'agonie. Mais ça s'appelle de l'agonie. C'est des gens qui sont complètement dos au mur, qui n'ont plus rien à perdre. Et il n'y a pas plus dangereux qu'un homme qui n'a plus rien à perdre. Et malheureusement, le Togo est arrivé à cette phase-là. Donc, c'est triste de le dire. Et pour remonter, pour réenchérir ce que le grand frère Ferdinand vient de dire, et par rapport à nos chefs, regardez comment ces histoires des chefs ont été politisées au Togo. Moi, je pense que même les chefs cantons ou bien les chefs, ils sont victimes. C'est des gens qui ne peuvent rien faire, qui sont tout simplement victimes. Parce que il y avait eu une scène lors des élections municipales à Baguida, je pense, où c'est le ministre Oueda Balo qui menaçait un chef de sortir, qui parlait à un chef comme un chien, qui menaçait un chef de sortir. Et le chef aussi, il voulait pas. Et après, c'est parti en bras de fer. Et après, qu'est-ce qu'il a dit à ce chef? Quand je vais me remonter au bureau, je vais voir, même si on t'a déjà sorti ton décret ou ton truc là. Donc, vous voyez, ils sont en train de distribuer des menaces. Et ces chefs, on sait comment ça se passe. Mais il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui sont nommés et qui sont utilisés. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui sont des chefs qui sont conscients, qui font leur travail. Tout simplement, c'est qu'ils sont juste noyés dans cette dictature qui a tout scellé, et aujourd'hui tout le monde tombe, tout le monde est pris dans cet étau, c'est tout. C'est comme même les pasteurs, même les ADJ, ils ont été pasteurs. C'est comme les églises. Donc voilà, aujourd'hui tous les secteurs sont embrigadés, hein. Donc, je voulais renchérir sur ça en disant que je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup d'églises charismatiques qui sont à chaque deux pas, que ça soit au Togo, au Bénin ou au Ghana, mais au moins on peut même pas comparer. Mais parlons du Togo. Ils sont nombreux
Et ils ont ouvert leurs églises là partout pour voler le peuple parce qu'ils ont compris que à la tête, tout le monde vole. Donc c'est permis. C'est tout un tas de la corruption qui se passe, que ce soit les imams, les pasteurs, tout est politisé pour maintenir ce peuple-là en souffrance. Et après, tout qui perd, c'est le peuple togolais qui perd. Et c'est ça, au fait. Moi, ce que je veux rajouter aussi rapidement, c'est que concernant aussi les vidéos dont vous parlez, je comprends ce que la légende dit. Je pense que le jeune a fait la vidéo sur le temps de l'ironie, mais je comprends ce que la légende dit. Et moi, je veux plutôt rebondir sur le propos de la légende en disant que au Togo, c'est un vrai phénomène, ce truc-là. Nous avons été éduqués ou en tout cas conditionnés comme ça. Je ne sais pas par nos parents ou par la société elle-même. C'est aussi un vrai problème. J'ai vu la vidéo sur la page du grand frère Monsieur Cyril, j'oublie son nom complet. Oui, un jeune homme qui est en train de dire qu'il venait de finir son école du graphisme, en tout cas de graphiste en 2017, et qu'il a été retenu pour participer à un projet au Nigeria. Donc lui, il était content. La vidéo est là sur sa page. J'oublie le nom. D'ici la fin, je vais vous donner le nom du frère. Là, vous allez sur sa page, vous allez voir. Et qu'il est arrivé au Nigeria. Donc il y a plein de jeunes de la sous-région. Ben lui, il était fier en tant que Togolais. Il arrive et il veut présenter son projet. Donc il est venu. C'est son projet qui nécessite un petit budget. C'est-à-dire son projet, c'était 5 millions de francs CFA. C'est selon ce qu'il a dit dans la vidéo. Alors que dans d'autres pays, les gens, voilà, Cyril Akpolou, voilà. Moi, je me suis juste abonné à lui parce que j'aimais ce qu'il faisait. Cyril Akpolou, la vidéo est sur sa page. Et que bon, lui, en tant que jeune, il se dit tout confiant, il est arrivé à un projet de 5 millions. Alors que les autres sont arrivés, mais les autres de la sous-région, c'est des projets à des centaines. C'est-à-dire, c'est des projets énormes en fait. Des gens visent des centaines de millions. Vous avez vu? Donc, on a été conditionné aussi au Togo à accepter ou à comprendre Tony Viadignon. Et que lui, chaque fois, quand il veut penser, il se dit non, moi je ne peux pas penser comme ça. Moi je dois que rester dans la limite des 5 millions ou autre truc. Donc vous dire exactement la vidéo, je ne peux pas, mais faudrait qu'on comprenne que le Togolais ne voit pas loin parce que on a été aussi éduqué comme ça. Je pense que c'est ce qui étonne la légende. Tu arrives quelque part avec un projet de 5 millions, très fier, les gens te parlent d'un projet de centaines de millions. Et donc il a dit, il encourage les gens à quitter le Togo, à aller voir à l'étranger avant de revenir. Et des fois, moi-même, quand j'avais commencé à bosser, mais j'entendais des chiffres dans certains projets, je me dis, l'argent là exactement, ça existe. Donc, je pense que c'est pour ça la légende est un peu surprise. Effectivement, On va pour ça je parlais. Oui, légende, tu voudrais réagir? On va Non, je disais, je parlais. C'est de ça je parlais. Et même à moi, mon premier salaire à l'international, quand je l'ai touché, dans mon cerveau togolais, je me suis dit même que je ne méritais pas gagner autant d'argent. Alors que c'était quelque chose de normal. C'est parce qu'on a été conditionné, on a grandi, on a été conditionné à voir petit, à rêver petit. Non, mais je vous jure, à rêver petit. Et quand on se dit non, c'est pas possible, quand on entend ces propos-là venant d'un jeune, c'est que vraiment lui, on l'a conditionné à rêver petit, quoi. Toi, tu veux te réincarner en caniche en Occident. Et non, vaut mieux te réincarner en Elon Musk ou en quelque chose de grand, mais en caniche. Attends, c'est grave. La misère a fait que voilà, les gens n'ont plus de rêve, quoi. Ils ne savent plus. Voilà. C'est ça. Maintenant, on va parler de la monnaie. C'est le grand sujet d'aujourd'hui. Alors, moi je vais demander à prendre congé de vous. Je vais donner mon dernier mot de fin avant qu'on change de sujet. Ce qui arrive dans notre pays doit nous interpeller. Et doit nous interpeller à plus d'un titre, autant que nous sommes. Il y a des gens qui pensent que
c'est de la blague, où il y a des gens qui pensent que demain, bon, Ford va partir et puis c'est fini. Ces gens-là, eux, ils ont des visions plus lointaines. On est déjà à la 3e génération des Nyasingbe qui nous gouvernent, parce qu'il y a des petits-fils des Adema qui sont aujourd'hui maires. Vous ne savez pas ce qui va se passer demain après Fort. Donc les Togolais sont en train de s'amuser avec ce combat-là. Les gens pensent que c'est de l'amusement. C'est pour ça que j'ai de la peine quand je vois des gens qui ne font rien, mais qui passent leur temps à... je sais pas. Il faut vraiment un engagement, chacun à son niveau, pour que ce système puisse prendre fin d'une manière ou d'une autre. Sinon, demain, nos enfants vont continuer cette lutte-là que nos parents nous ont laissée, ainsi de suite. Et ça serait vraiment dommage. Et nos enfants n'auront pas le même attachement que nous. Nos enfants n'auront pas la même fougue que nous. Nos enfants n'auront pas les mêmes préoccupations que nous. Donc, il n'y a que notre génération qui a déjà assez perdu, beaucoup perdu, qui pourra, c'est pas, conclure cette lutte-là pour ouvrir une fenêtre pour le développement du pays. Moi, je suis confiant que autant de Togolais qui sont dans la diaspora, si le Togo change de tête demain, c'est la diaspora qui va reconstruire ce pays. Le pays n'est pas grand. On a la chance que sur l'ensemble du territoire, beaucoup de gens ont émigré, beaucoup de gens sont dans la diaspora. On peut relever ce pays en moins de 5 ans. Si tout le monde décide de retourner au pays avec les relations, les investissements, tout ça, on peut relever le Togo en 5 ans. Après, il faut que le bouchon saute d'abord avant que ce rêve-là ne se réalise. Donc, beaucoup de courage à nous qui prenons chaque jour les risques, à nous qui sacrifions le peu de notre temps, à nous qui sacrifions le temps que nous devons consacrer à nos enfants, à nos épouses, pour parler à l'ensemble du peuple togolais. Et bon courage à tous les amis ici, les jeunes, Tidoula, Jeune Junior, David et puis Milawe. Je salue au passage Ditri et bon courage à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, voilà. Merci, monsieur Ferdinand. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec toi les samedis. Si c'est ne serait-ce que quelques minutes, hein. Ça fait plaisir. Surtout sur l'engagement véritable, ferme et résolu. Yo guys, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore, voilà, Ferdinand Haïti qui vous a encore qui a fait sortir encore des tas de sujets et que vous avez écouté, voilà, et sur live d'une personne, voilà, c'est pas lambda. Et j'espère bien que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement à cette compte-là. Les gars, abonnez-vous pour ne rien rater. C'est ici que tout se passe. Je crois bien c'est comme si abonnez-vous, guys. Abonnez-vous parce que c'est ici que tout se passe. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. C'est très important, guys. Ne vous abonnez pas simplement et puis c'est fini. Non, activez la cloche de notification. Activez-le, activez la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que je vais poster. Activez. Fais-le en même temps, Fais-le en même temps. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse de l'avoir fait. Voilà. Les gars, comme vous savez, tout ce qui sort ici, tout ce qui est sur ma chaîne, tout ce qui sort de ma chaîne, c'est extraordinaire. Et pourquoi ne pas vouloir vous abonner et activer la cloche de notification? Ou bien vous voulez toujours rater des choses? Vous voulez que non, c'est les trucs là qui va vous envoyer les notifications, que vous ne voulez pas que YouTube vous envoie une notification que, oh gars, et Afrikzone a déjà publié une vidéo. Ça donne un champ en fait. Vous voyez, YouTube va vous envoyer une notification que voilà, Afrikzone a publié une nouvelle vidéo. Ça donne champ en fait. Mais si vous vous abonnez simplement comme ça, même comme ça, là, c'est pas bien. Activez la cloche de notification. Parce que vous savez que tout ce que je publie ici, là, c'est que du bon. C'est que du bon. Vous le savez bien. C'est que du bon. Je ne publie pas des choses, non, au hasard, non. Vous savez que je publie que des bonnes choses. Des bons trucs, bro. Des actualités pas possibles que vous aimez tant.
des choses de ta vie et tout. Vous savez, et vous aimez tant. Et vous me demandez chaque jour de le faire encore de plus. Non, bro, abonnez-vous, activez la code notification, ne faites pas ça. C'est pas bien. Aidez-moi vous aider, abonnez-vous, activez la code de notification. Et n'oubliez pas aussi de commenter. Les gars, commentez massivement ma vidéo, commentez, donnez vos avis, faites des débats dans les commentaires, je le dis toujours. C'est très important, guys. Oh là, bro, what the hell, bro? Donnez vos avis, des choses, bro, ok? Merci beaucoup de l'avoir fait. Vous êtes mignons. Que Dieu vous bénisse massivement. Vous avez écouté tout ce que Ferdinand était à dire, tout ce que toutes ces personnes-là ont dit dans ces lives. Mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez que je dise? J'ai plus rien à dire. Ils ont tout dit, bro. Ils ont tout dit. Ils ont tout déclaré. Ils ont tout... Bro. Bon, bref. Merci. Merci pour tous ceux qui s'abonnent à moi. Merci pour tous ceux qui activent la code de notification. Vous êtes magnifiques. Vous êtes des bonbons. Merci pour tous ceux qui commentent. Merci pour mes abonnés qui sont toujours là pour moi. Merci. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais bon, merci quand même. Ciao, ciao. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tout à l'heure. Bisous. Ouais.